Donc, nous continuons avec professeur Selma Hassani Sbari, qui va nous présenter la concurrence à l'épreuve de l'exorbitance du droit des entreprises en difficulté. À vous la parole, professeur. Alors, déjà très heureuse d'être parmi vous. Donc, pour évoquer ce sujet majeur au centre des préoccupations des régulateurs contemporains. Alors, ça nous fait bizarre, effectivement, de m'adresser dans un colloque devant un amphithéâtre vide. Effectivement, c'est inhabituel, c'est particulier, surtout que cet amphithéâtre, il est historique, il a toujours été extrêmement dense de partage intellectuel, et donc c'est vrai qu'on a un pincement au cœur en s'adressant à un amphithéâtre vide, et on espère très rapidement que, Inch'Allah, notre faculté, les facultés du Maroc, du monde retrouveront vie très rapidement. Alors, je voudrais remercier tout d'abord, avant de débuter mon intervention, professeur, tout d'abord notre doyen qui, comme l'a dit tout à l'heure très justement mon ami Halima, ne cesse véritablement de soutenir toutes les initiatives qui visent à rayonner, à faire rayonner notre faculté, et puis surtout à faire rayonner et à mettre en valeur la recherche scientifique. Je voudrais également remercier très chaleureusement et très sincèrement professeur Halima Bensouda, parce que c'est la véritable cheville ouvrière de cet événement. Alors, je voudrais bien évidemment, après votre permission, essayer d'évoquer avec vous un sujet particulier. Professeur Hidji a parlé tout à l'heure, il est là, a parlé tout à l'heure de la transversalité du droit de la concurrence. Effectivement, la transversalité de la concurrence fait que véritablement il y a des interactions avec un nombre très important de disciplines juridiques. Alors bien évidemment, ces interactions se sont également déployées avec une discipline, j'allais dire particulière du droit économique, le droit des entreprises en difficulté. Alors, il s'agira pour moi d'essayer en réalité de décrypter ces relations donc tumultueuses entre droit des entreprises en difficulté et droit de la concurrence, et plus particulièrement, je vais essayer avec vous d'évaluer l'incidence des attentes, des distorsions portées par le droit des entreprises en difficulté à la concurrence. Alors, le sujet, je suis d'accord avec vous, il peut rebuter, il peut paraître un peu technique et complexe, mais croyez-moi, il est passionnant, et puis surtout, il mérite notre attention vigilante dans la mesure où il va impacter de manière directe l'attractivité de notre droit et la compétitivité de nos opérateurs économiques. Donc, dans un objectif de fluidité, je vous propose d'articuler donc mon intervention en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer de décrypter avec vous les principales distorsions, les principales atteintes portées par le droit des entreprises en difficulté à la concurrence. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de poser une question délicate, celle de la légitimité de ces attentes. Alors, je commencerai par rappeler une idée simple: le droit des entreprises en difficulté est un droit éminemment anticoncurrentiel. Pourquoi? C'est très simple, parce que le droit des entreprises en difficulté est focalisé sur la préservation de la continuité des entreprises lorsqu'elles sont affectées par une crise, par une pathologie de l'entreprise. Donc pour ce faire, il va déployer ce que j'appelle un état d'urgence juridique, c'est-à-dire toute une série de mécanismes absolument exorbitants dont l'objectif est de protéger et de préserver l'entreprise en difficulté afin de faciliter son rebond et de permettre sa réorganisation et sa remise sur pied. Bien. Alors, à partir de là, on voit très bien quelle est cette dimension, où se situe cette dimension anticoncurrentielle du droit des entreprises en difficulté. À travers donc cette parenthèse d'exceptionnalité juridique qu'il déploie, il va permettre finalement à l'entreprise en difficulté, en cessation de paiement pour utiliser des termes justes, d'accéder à un régime juridique préférentiel, exorbitant, exceptionnel. Et donc, c'est considéré par les experts, par la doctrine, comme une source manifeste de déloyauté et d'inéquité entre les opérateurs économiques. Alors, peut-être avant de préciser les principales distorsions et les principales atteintes portées par ce droit, uniquement attirer votre attention sur le fait que ces divergences, ces liens tumultueux entre droit des entreprises en difficulté et droit de la concurrence sont historiquement récents. À l'origine,
droit de la faillite, et je souligne le mot faillite, et droit de la concurrence partageaient des finalités communes. Donc ils étaient dans une parfaite convergence économique et juridique parce que tous les deux étaient inscrits dans ce qu'on appelle le darwinisme économique. C'est-à-dire que face à une entreprise défaillante c'est une entreprise qui n'arrive plus à payer ses créanciers et qui en même temps n'arrive plus à faire face à la concurrence. Donc, face à une entreprise défaillante, vacillante, le premier réflexe de ces disciplines, droit de la faillite et droit de la concurrence, c'est de liquider cette entreprise, c'est-à-dire d'organiser sa disparition la plus rapide, pour que, bien évidemment, elle soit pas une source de toxicité sur le marché. Alors, le Code de commerce de 1913, le Code de commerce marocain, le premier Code de commerce de 1913, était complètement dans cette conception, puisque il n'organisait que deux procédures. Lorsque un commerçant était en déconfiture, donc en difficulté, en cessation de paiement, la procédure de liquidation et la procédure de faillite. Autrement dit, le seul réflexe du législateur était un réflexe liquidatif qui se conjuguait avec un réflexe punitif, parce qu'on recherchait effectivement la punition du commerçant failli, qui a donc failli finalement à la confiance de ses pairs. Bien, vous allez me dire, à quel moment apparaît cette divergence? Alors, elle va apparaître à partir du moment où on donc fera le deuil du droit de la faillite et on rentrera dans ce qu'on appelle le droit de l'entreprise en difficulté. Alors, cette évolution, j'allais dire cette mutation dans les formes même du droit, elle est remarquablement illustrée par le Code de commerce de 1996. Elle a été renforcée, consolidée avec la loi 73-17, donc qui a été adoptée en 2018 et qui a donc renforcé cette évolution de notre droit. Donc aujourd'hui, le livre 5, on ne parle plus de droit de la faillite, on parle de droit des entreprises en difficulté, et les mots ici ont leur intérêt, ont leur poids, ont leur signification. Aujourd'hui, on ne cherche pas à liquider, à punir prioritairement, on se pose d'abord et avant tout la question de la viabilité, de la préservation, donc de la continuité des entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, le livre 5, c'est une boîte à outils. C'est un protocole thérapeutique et préventif dédié justement à la réorganisation des entreprises en difficulté. Bien. Alors, en quoi ça touche la concurrence? On l'a dit tout à l'heure, c'est un régime préférentiel, c'est un régime exorbitant et par conséquent, une source de déloyauté. Mais peut-être essayer d'illustrer cette exorbitance en donnant des exemples absolument pas exhaustifs sur la portée de cette exorbitance et à quel point elle va impacter les concurrents de l'entreprise en difficulté. Alors, je commencerai par un effet extrêmement connu des procédures collectives, celui de la neutralisation des créanciers. Dès qu'on ouvre une procédure collective de manière absolument automatique, que ça soit une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement, une procédure de liquidation, les créanciers sont automatiquement privés de 3 compétences absolument fondamentales. Le droit de poursuite individuelle des créanciers, qui est donc neutralisé, confié au syndic, le droit de faire jouer leur sûreté, les sûretés dont ils disposent à l'encontre de l'entreprise en difficulté, qui est donc défaillante, qui est en carence. C'est la passion du droit. Merci. Alors, et puis troisièmement, alors j'ai perdu le fil de mes idées, donc le droit de poursuite individuelle, le droit de faire jouer, et puis le droit de comptabiliser des intérêts. D'accord? Alors, ces privations vont s'appliquer de la même manière et avec la même rigueur à la fois aux créanciers publics et aux créanciers privés, aux créanciers hypothécaires et aux créanciers chirographaires. C'est dire un petit peu l'exorbitance de ce régime. Alors, les atteintes portées aux droits des créanciers ne vont pas s'arrêter là. Elles vont se poursuivre tout au long de la période d'observation, c'est-à-dire cette période à travers laquelle on prépare l'adoption d'un plan de continuité, d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement. Alors tout d'abord, il faut rappeler que l'un des objectifs majeurs de cette période, c'est bien évidemment, entre guillemets, de dégraisser le passif qui pèse sur l'entreprise, c'est-à-dire la dette de l'entreprise. On va pouvoir le faire de manière directe à travers le procédé de remise de dette. Le syndic, dès qu'il est nommé, va s'empresser de proposer des remises, c'est-à-dire des réductions de dette aux créanciers de l'entreprise en difficulté. Les créanciers de l'entreprise en difficulté s'empressent de les accepter. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'espoir, peut-être, hypothétique, on va le voir, de recouvrer une partie de leurs créances. Un procédé direct de réduction de la dette. Et puis on a un procédé indirect, auquel on ne pense pas beaucoup, qui est l'obligation de déclarer les créances. Alors vous le savez, quelle que soit la dette que vous avez à l'encontre d'une entreprise en difficulté,
difficulté, vous pouvez avoir une dette de 10 millions de dirhams, il faut absolument la déclarer. Alors vous allez me dire où se situe la menace, où se situe le risque. Il se situe au niveau du fait générateur du délai de déclaration, qui est, sans rentrer dans le détail, 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Là, on va arriver à un petit détail anecdotique, mais qui est à la source de problèmes réels par rapport aux créanciers. C'est que le bulletin officiel, encore aujourd'hui, n'est pas encore numérisé. Donc, les petites entreprises, les PME, n'ont pas accès au bulletin officiel parce qu'elles ne sont pas abonnées, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre les services d'un avocat spécialisé ou d'une entreprise de recouvrement. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Elles passent à côté de cette publication et je peux vous dire, et les praticiens le font remonter régulièrement, que régulièrement, une partie significative des créances qui pèsent sur une entreprise en difficulté sont frappées de forclusion, c'est-à-dire qu'elles perdent le droit, très concrètement, d'être payées. Donc, c'est une manière véritablement de dégraisser, de diminuer la dette qui pèse sur l'entreprise. Peut-être dernier exemple, encore une fois, la liste est loin d'être exhaustive, le fait que l'un des principaux, j'allais dire même le seul objectif, dans le cadre de notre pratique malheureusement, des procédures collectives, l'un des objectifs essentiels du plan de redressement, du plan de sauvegarde, c'est d'aller vers une restructuration des dettes à travers la diminution, mais aussi un rééchelonnement de la dette. Donc vous avez des dettes échues, exigibles et souvent exigées, mais qui vont être reportées sur un délai qui peut aller jusqu'à 10 ans lorsqu'on est dans un plan de redressement, jusqu'à 5 ans lorsqu'on est dans un plan de sauvegarde. C'est absolument conséquent, j'allais dire même phénoménal, d'autant plus, et ça c'est important, que les créanciers qui subissent donc tous ces sacrifices exorbitants au droit commun, on leur ordonne un petit peu de rester dans une relation contractuelle avec l'entreprise en difficulté, c'est-à-dire d'être dans ce qu'on appelle le dispositif de continuité des contrats en cours d'exécution, une autre exorbitance, un autre particularisme du droit des entreprises en difficulté. Vous allez me dire, ce sont des atteintes principalement aux droits des créanciers. Après tout, pourquoi ne pas aborder le droit des entreprises en difficulté comme un droit, finalement un traitement médical lourd par rapport à une maladie difficile, et donc dès qu'on parle de traitement médical lourd, on parle d'effets secondaires, sauf que là, les effets secondaires sont supportés non pas par le malade, mais par son entourage, ses partenaires, ses créanciers, ses fournisseurs. Bien. Alors, le problème se situe au niveau, finalement, de l'impact de ces mesures exorbitantes, de l'impact sur le marché de l'entreprise en difficulté. Et là, je voudrais quand même essayer de justifier ces atteintes. Ces atteintes ne sont pas des atteintes vaines, gratuites. Si elles ont été organisées par les législateurs, tous les législateurs contemporains, c'est parce que on ne peut pas, en tant que pouvoir public, rester passif face au démantèlement, à la déperdition des entreprises. Les entreprises, elles ont une importance socio-économique sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir. Donc, il faut agir. Et c'est pour cette raison qu'on a donc aménagé cette parenthèse d'exceptionnalité juridique qui s'illustre par autant d'atteintes, de distorsions, donc aux droits des entreprises en difficulté. Vous allez me dire, encore une fois, où se situe l'attente. Alors, pour comprendre le mécanisme, c'est très simple, on peut tout simplement remonter aux finalités intrinsèques du droit de la concurrence. Après tout, quel est l'objectif du droit de la concurrence? Professeur Halima l'a dit tout à l'heure, à part l'objectif de mettre en place un jeu concurrentiel équitable avec l'application de règles qui sont les mêmes. C'est-à-dire que les entreprises, finalement, jouent à armes égales. Or ici, qu'est-ce que fait le droit des entreprises en difficulté? Il installe encore une fois un régime exorbitant, une parenthèse d'exceptionnalité juridique, qui est donc un régime préférentiel, source de déloyauté entre les opérateurs économiques. Bien, encore une fois, ça correspond à une justification économique. Et là, peut-être que je voudrais, si vous me le permettez, encore une fois, revenir ou en venir à la deuxième partie de mon intervention. Qu'est-ce qui fait que ces atteintes sont acceptables, sont légitimes? Alors, de mon point de vue, il faut un système, quelle que soit sa qualité, donc un système de procédure collective, un droit des entreprises en difficulté, qui s'organise, et c'est normal, autour de ces régimes exceptionnels, ne peut être acceptable et donc légitime que si au moins 2 préalables sont respectés. Tout d'abord, un préalable de rationalité économique. Rationalité économique, ça veut dire que on choisit avec beaucoup de rigueur, n'est-ce pas, et d'exigence les entreprises qui peuvent bénéficier d'un plan de redressement ou d'un plan de continuation, parce que ce sont des plans qui sont à la source de troubles à la concurrence,
de troubles de manière globale à la stabilité des transactions contractuelles. Et donc, il faut choisir encore une fois avec beaucoup de rigueur les entreprises, les opérateurs économiques qui peuvent valablement, raisonnablement, donc bénéficier de ces procédures. Il faut que ça soit des entreprises de manière factuelle viables, qui gardent un marché, qui gardent une clientèle et qui gardent derrière eux des investisseurs qui sont prêts à les soutenir. C'est dire véritablement que le public est extrêmement restreint. Donc voilà pour le premier préalable, qui peut expliquer, qui peut tout simplement faire en sorte que le droit des entreprises en difficulté soit un droit tolérable, légitime. Deuxième préalable, à mon sens, c'est un préalable d'orthodoxie juridique. Qu'est-ce que je veux dire par orthodoxie juridique? Alors bien évidemment, ici, je fais référence à la protection des créanciers. Et là, je vous renvoie à un article très important auquel la doctrine ne commente pas suffisamment, de mon point de vue, le nouvel article 616 du livre 5 du Code de commerce, qui très clairement met en place des paramètres par rapport justement à cet équilibre entre protection de l'entreprise et protection nécessaire obligatoire des intérêts des créanciers. Que nous dit cet article 616? Et le législateur marocain, en mettant en place cet article, ne fait finalement qu'intégrer les analyses des économistes qui ont mis en place une analyse économique du droit des entreprises en difficulté. Il nous dit la chose suivante. Un juge ou le tribunal de commerce, il s'agit du tribunal, pour ouvrir une procédure de redressement ou de sauvegarde, doit se poser une question clé. Est-ce que cette procédure, au-delà de la viabilité bien évidemment de l'entreprise en question, est-ce que cette entreprise permet aux créanciers d'être mieux couverts, mieux remboursés qu'une procédure de liquidation? C'est uniquement lorsque la réponse à cette question est affirmative que le tribunal doit normalement, théoriquement, en référence à la loi, pouvoir accéder à la demande de l'entreprise et ouvrir donc une procédure de redressement ou une procédure de sauvegarde. Bien, j'en arrive à la fin de mon intervention. Qu'en est-il dans la pratique? Par rapport à ces deux préalables de légitimité, comment la procédure judiciaire, la pratique judiciaire, de la manière avec laquelle elle implémente les procédures collectives, le droit des entreprises en difficulté, est-ce qu'on arrive justement à correspondre à ces deux préalables de légitimité qui seuls pourraient rendre supportables, légitimes les attentes à la concurrence, à la stabilité des transactions. Alors, entreprises en difficulté, ayant eu accès à un nombre relativement important de décisions judiciaires en matière de difficulté des entreprises, je peux vous dire très franchement que la réponse est clairement définitivement non, mais clairement négative. Alors pourquoi? Et je reprendrai les deux points que j'ai cités. Par rapport à la rationalité économique, qu'est-ce que on observe lorsque on analyse les décisions d'ouverture, de procédure de sauvegarde ou de procédure de redressement? Alors on remarque que le tribunal procède de manière formelle par rapport à l'évaluation de la viabilité de l'entreprise en difficulté. De manière formelle, pour ne pas dire de manière superficielle. Il se réfère non pas à des critères, j'allais dire à des paramètres objectifs, mais plutôt à des critères qui sont des critères peu significatifs et peut-être même un peu plus grave, il se réfère aux déclarations d'intention du chef d'entreprise. Or, le chef d'entreprise, il sait très bien que si le tribunal lui ouvre le bénéfice de cette procédure, il va vraiment accéder à un régime extraordinaire fait de faveur, d'exception et de protection. Donc, bien évidemment, il sera complètement aligné avec les objectifs, bien évidemment, donc du tribunal. Il va déclarer ce que le tribunal souhaite entendre. Alors, pour vous convaincre de ça, je ne vous demanderai pas d'analyser la jurisprudence, mais je vous rappellerai uniquement une réalité. Il y a très peu, mais vraiment très peu, de procédures de redressement qui sont ouvertes devant les tribunaux de commerce, qui arrivent à aboutir au redressement réel des entreprises. Alors là, je vous dis qu'on se place 10 ans après, au minimum 10 ans après, lorsqu'il s'agit d'un plan de redressement de 10 ans, c'est souvent le cas, 10 ans après l'ouverture d'une procédure de redressement, il y a très peu d'entreprises qui sont concrètement redressées, et donc le plus souvent, on a des procédures qui sont donc converties en procédures liquidatives. Alors, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à la procédure de sauvegarde qui a été adoptée en 2018, mais j'augure, si les conditions d'application restent les mêmes, que le problème va s'accentuer puisque la procédure de sauvegarde, à la fin des 5 ans, va être convertie en procédure de redressement, qui au bout de 10 ans, finira par être convertie en procédure de liquidation. Entre-temps, on a laissé la marge de manœuvre, suffisamment de marge de manœuvre au chef d'entreprise pour vider l'actif de l'entreprise, donc pour organiser tout simplement
l'insolvabilité de son entreprise. Ça, vraiment, moi j'ai beaucoup de praticiens et d'avocats spécialisés, ils me disent, en 20 ans, en 30 ans de pratique, on a très peu de dossiers de redressement qui ont véritablement abouti au redressement concret de l'entreprise, donc en difficulté. Deuxième paramètre, l'orthodoxie juridique. Je vous rappellerai ici un seul chiffre, 28%. 28%, c'est le dernier chiffre, enfin, qui date de quelques années déjà. Et on regrette d'ailleurs que le ministère de la Justice ne donne pas d'indicateurs statistiques par rapport aux droits des entreprises en difficulté. 28%. C'est en moyenne le nombre ou la proportion de créances qui sont couvertes à l'issue des procédures collectives, qu'on soit dans la liquidation ou dans le redressement. 28%, c'est très peu. Ça nous place très bas par rapport aux pays voisins. Et donc, ça veut dire que lorsque je suis créancier d'une entreprise qui est en cessation de paiement, véritablement, j'ai très peu de chances d'être payé, sachant que les 28% sont considérés par les spécialistes comme déjà une moyenne un peu surévaluée par rapport à la réalité des pratiques. Qu'est-ce qu'on a à la fin? On a un régime, le droit des entreprises en difficulté, extrêmement dérogatoire, qui porte atteinte de manière significative aux droits de la concurrence, mais on est quelque peu dans un système de double peine, parce que c'est un régime qui n'arrive même pas, malgré les atteintes qu'il organise vis-à-vis des créanciers, vis-à-vis de la concurrence, qui n'arrive même pas à atteindre les objectifs pour lesquels il a été institué, à savoir restructurer les entreprises en difficulté et protéger les créanciers en assurant leur paiement dans une proportion donc satisfaisante. Que faire? Évidemment, je ne suis pas là uniquement pour dresser un bilan négatif et même alarmant. Que faire? Alors, bien évidemment, je ne vais pas ici, parce que ça déborde largement l'objet de ce colloque, aborder avec vous la nécessaire réforme du droit des entreprises en difficulté. Et quand je parle de réforme, je ne parle pas de réforme du texte. Le livre 5 est un très beau texte, ambitieux, moderne. Je parle des conditions d'implémentation pratique du droit des entreprises en difficulté qui sont clairement dysfonctionnelles. Alors, je resterai en lien avec la concurrence et je dirais que le Conseil de la concurrence doit pouvoir s'emparer du droit des entreprises en difficulté pour en faire une fonction, pour l'intégrer dans son œuvre régulatrice. Pourquoi pas ne pas penser à fixer un seuil lorsqu'il s'agit d'une liquidation, d'une sauvegarde, d'un redressement d'une entreprise d'une certaine taille qui implique un certain nombre de partenaires. Pourquoi ne pas exiger l'avis préalable du Conseil de la concurrence et ne pas créer une commission ad hoc avec des représentants du Conseil de la concurrence et bien évidemment des magistrats, des tribunaux de commerce, tout au long, qui vont donc intervenir tout au long de la conduite des procédures collectives. Ça peut avoir un effet très important parce que ça va, entre guillemets, challenger les tribunaux de commerce, ça va les pousser à être plus rigoureux dans les ouvertures et l'appréciation des critères d'ouverture des procédures collectives, et ça va également inciter tous les acteurs des procédures collectives à être plus diligents et plus rigoureux par rapport à la conduite de ces procédures. Alors, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie et puis à très bientôt dans d'autres conditions. Un sujet sophistiqué que vous avez violemment simplifié. Bravo, professeur. Je vous remercie. Qualité de votre intervention, vous avez fait prendre conscience de l'impact délétère du livre 5 sur la concurrence, en faisant référence aux privilèges accordés aux entreprises en cessation de paiement. Enfin, merci beaucoup.